Benjamin Glaise. Sud Radio, parlons vrai avec mon invité politique ce matin, Arnaud Robinet. Il est maire de Reims, secrétaire national d'Horizon, le parti d'Édouard Philippe, président par ailleurs de la Fédération hospitalière de France. Arnaud Robinet, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. 5,5 milliards d'euros, ce sont les économies prévues par le gouvernement sur les dépenses de santé. Parmi elles, on a notamment le doublement du plafond des franchises médicales. On va passer de 50 à 100 euros pour les médicaments. Même chose pour les consultations. Le gouvernement qui dit vouloir responsabiliser les patients, est-ce qu'il faut, selon vous, les responsabiliser? Vous savez, ce discours, on l'entend depuis des années. Responsabiliser les patients, la santé n'est pas gratuite, la santé elle a un coût. C'est un fait, et ça c'est vrai. Mais derrière ces annonces, bien évidemment, ce sont des annonces, on va dire, temporaires d'une certaine manière. Parce que ce qui manque au gouvernement, c'est une vision, c'est une stratégie sur le moyen et le long terme. Et on le voit bien aussi bien dans le domaine de la santé que également sur les collectivités et bien d'autres choses. On y reviendra. On est sur une vision court-termiste. Et ce qui manque, ce sont des réformes en profondeur. On peut parler bien sûr de la santé. Ce que nous proposons, c'est une vision sur le moyen et le long terme, une loi de programmation. C'est-à-dire, on se donne des objectifs en termes de santé publique, quels sont les moyens en face, et derrière on a des économies. On peut parler de l'offre de soins sur les territoires, la question des maternités, la question de la pertinence des soins. Il y a énormément de choses. Nous avons fait des propositions au gouvernement. On a bien conscience que la situation politique, l'instabilité, ne nous permet pas d'aller jusqu'au bout aujourd'hui. François Bayrou avait peu de temps pour proposer des réformes structurelles tout de même ici. Non mais ça on en a conscience, bien évidemment, on a conscience de deux choses. Premièrement, des déficits et de la situation budgétaire et financière de l'État. Mais d'ailleurs, il y a une chose quand on parle de déficit de l'État. Il y a une chose qu'on ne met pas en avant et qui est responsable en grande partie du déficit. Ce sont les réformes de la fiscalité locale que personne ne demandait, et notamment la taxe d'habitation, qui coûte plus de 25 milliards d'euros à l'État aujourd'hui. Et est-ce que les Français ont l'impression d'avoir un pouvoir d'achat supplémentaire avec cette suppression? Je ne le crois pas. Mais que les communes ont répercuté avec une augmentation. Certaines, à Reims, on ne l'a pas répercuté. Certaines l'ont répercuté sur la taxe foncière. Encore une fois, on a fait payer les mêmes. Sur la santé, pour continuer là-dessus, la franchise médicale qui est d'1 euro par boîte de médicaments, elle a été doublée déjà l'an dernier. Est-ce qu'il faut encore l'augmenter selon vous? Là, ce qu'annonce Catherine Vautrin, je dirais, va dans le bon sens. On est limité à 100 euros par an. C'est 1 euro par boîte de médicaments. Je pense que seront exonérés, bien évidemment, ceux qui sont en ALD. On va dire que c'est une affection longue durée. Longue durée, voilà. Mais c'est pas ce qui va nous permettre de retrouver l'équilibre des comptes de la sécurité sociale. Mais d'une certaine manière, c'est dire voilà, un médicament, c'est pas un produit comme les autres, c'est pas un produit de consommation classique. Une part de responsabilisation. De combien faudrait-il l'augmenter cette franchise médicale selon vous? Vous savez, moi, vous avez un avis sur Non, j'ai pas un avis parce que je pense que je suis pas partie de ceux qui veulent décréter quoi que ce soit. Je pense que tout ça, ça mérite bien évidemment des négociations avec aussi bien les pharmaciens et également avec l'industrie pharmaceutique. Mais vous savez, le vrai sujet aujourd'hui, c'est qu'on voit encore uniquement la santé avec un prisme comptable, sans mettre en évidence ce que peut rapporter la santé en termes de recherche, en termes d'innovation. Mais je le dis, on a besoin d'une visibilité sur le moyen et long terme, on a besoin d'une loi de programmation en définissant des objectifs clairs et définis. Et à la Fédération hospitalière de France, on a des sources d'économie à proposer au gouvernement. Pertinence, prévention, offre de soins sur les territoires. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on doit aussi s'adapter aux défis qui sont les nôtres, c'est-à-dire vieillissement de la population, augmentation des maladies chroniques et changement climatique. Plus de prévention avec notamment un discours où on insiste sur la vaccination, notamment des personnes les plus âgées sur la grippe. Il faut véritablement faire cet effort. Mais je crois on n'est pas assez vaccinés en France. On n'est pas assez vaccinés en France alors que nous sommes le pays de Pasteur. Alors je sais que depuis la crise Covid, c'est un sujet polémique. J'assume totalement, la vaccination est un acte de prévention. Aussi bien sûr pour les patients, pour les personnes âgées ou les personnes présentant des signes de comorbidité, mais également pour le personnel soignant. L'aide médicale d'État, la ME, qui bénéficie aux personnes en situation irrégulière, ça coûte 1,3 milliard d'euros. Selon vous, il faut la garder telle qu'elle, cette ME? Le vrai sujet, c'est que lorsque vous êtes médecin, vous refuserez jamais de soigner quelqu'un. Et que si la ME est supprimée, ces 1,3 milliard d'euros vont peser sur les finances de l'hôpital. L'hôpital, aujourd'hui, l'hôpital public, c'est quasi 3 milliards d'euros de déficit. Je pense que le débat mérite d'exister sur la question du panier de soins ou autre, mais dire que supprimer la ME fera 1,3 milliard d'euros d'économie. Vous n'êtes pas contre réduire le panier de soins sur la ME? Il faut tout mettre sur la table. Vous savez, à un moment, au vu de la situation financière et budgétaire, je crois qu'il n'y a pas de sujet tabou, mais attention, je dirais, aux raccourcis trop faciles. Les cures thermales, aujourd'hui, elles sont prises en charge à 100%. Est-ce qu'il faut revoir cela? Oui, bien sûr, bien évidemment. Alors c'est un sujet, quand j'étais parlementaire, c'était déjà un sujet qui était sur la table, c'est un serpent de mer.
Je crois qu'aujourd'hui, il y a sûrement des cures qui sont peut-être nécessaires, en tout cas qui sont pertinentes, d'autres peut-être moins. Il faut voir le bénéfice, en tout cas, qu'apporte l'ensemble de ces cures thermales. Mais à mon avis, il faut à mon avis revoir. Il y a des économies à faire sûrement. Que faire des agences régionales de santé par ailleurs, les ARS? Est-ce que certains veulent les supprimer? Est-ce que vous êtes favorable à cela vous-même? Non, pas pour les supprimer, pour la simple et bonne raison, c'est qu'on a besoin d'avoir une agence qui organise l'offre de soins sur un territoire. Il est vrai que nos ARS aujourd'hui sont principalement, je dirais, là pour mettre en place, je dirais, les décisions prises au niveau national. Oui. Mais il faut s'adapter à chaque territoire. Vous savez, notre système de santé a besoin de travailler ensemble, a besoin de coordination entre le public, la médecine de ville, le privé. On n'est pas des concurrents, on doit travailler ensemble main dans la main. Mais derrière, on a besoin aussi d'une structure qui permette de réorganiser l'offre de soins sur un territoire spécifiquement en fonction des particularités de ce territoire. Arnaud Robinet, je rappelle, vous êtes président de la Fédération bien évidemment. Hospitalière de France. C'est ce que prévoit notamment le gouvernement sur l'hôpital public. Est-ce que les annonces du gouvernement sont de nature à vous inquiéter sur l'hôpital public ? Elles sont extrêmement inquiétantes parce qu'on annonce un ONDAM dans le cadre du PLFSS à 1,8, mais sans prendre en compte les hausses de cotisation. Ça veut dire quoi concrètement, pour que ce soit clair pour les auditeurs de Sud Radio qui vous écoutent? C'est le budget à peu près que l'on va dédier à l'hôpital public, il y a aussi un ONDAM de ville, etc. Mais derrière tout ça, 1,8, on ne parle pas du tout de l'augmentation des cotisations de la CNRACL. Vous savez, cette caisse de retraite pour les agents des collectivités territoriales et hospitalières, qui abonde le régime général depuis des années. Et là, on a trouvé comme solution d'augmenter les cotisations. Si on rajoute ces cotisations, c'est un ONDAM à 1,6%, ce qui veut dire que ce sera la première fois depuis la création de l'ONDAM, c'est-à-dire depuis 30 ans, où les tarifs seront négatifs. À un moment où l'hôpital public, mais je pourrais parler de l'ensemble du système de santé, je pense à nos cousins du privé également, où on a besoin, en tout cas, de répondre aux attentes de nos concitoyens, on va mettre les établissements en grande difficulté. On a aujourd'hui un déficit de 3 milliards d'euros dans les hôpitaux publics. Ce n'est pas une question. Beaucoup augmenté ces dernières années. C'est pas une question de gestion. Et d'ailleurs, l'adresse l'a bien rappelé dans son rapport la semaine dernière. C'est dû à l'inflation qui n'a pas été compensée et aux mesures du Ségur annoncées en grande pompe, certes nécessaires, mais qui n'ont pas été compensées intégralement par l'État et donc qui pèsent sur les finances de l'hôpital public. Donc aujourd'hui, il y a une véritable crainte, mais également pour les établissements médico-sociaux publics, je pense aux EHPAD. Vous êtes maire Horizon de Reims, Arnaud Robinet, inquiétude aussi par rapport aux économies demandées aux collectivités locales. Pour Reims, ça va représenter quoi? Pour les collectivités locales, c'est une catastrophe. Je le dis clairement. Les collectivités locales représentent 7% du déficit public, mais elles représentent 70% des investissements sur l'ensemble du territoire national. Aujourd'hui, si on se base sur les annonces annoncées pour le budget 2026, pour la communauté urbaine du Grand Reims que je préside, c'est 16 millions d'euros en moins. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement des baisses de dotation, c'est que maintenant on vient prélever directement sur les recettes de fonctionnement. On pourrait appeler ça du racket. Et pour la ville de Reims, on est à 1,8 million d'euros. Quelles seront les conséquences? Ce seront des investissements en moins, bien évidemment, sur l'ensemble du territoire. Il y a une très forte inquiétude. Il faut revoir ce qu'on appelle nos plans pluriannuels d'investissement, tout en garantissant un service public de qualité. Vous demandez au gouvernement de revenir là-dessus? Il faut revenir là-dessus, bien évidemment. J'espère que des négociations auront lieu entre le gouvernement et les associations représentant les collectivités locales, France Urbaine notamment. Arnaud Robinet, à quoi joue le président de votre parti, Édouard Philippe? Il a eu des mots très durs à l'égard du budget de François Bayrou. Quasiment rien ne règle le problème, dit-il. C'est plutôt un discours d'un membre de l'opposition plutôt que d'un allié, non? Non, je crois que c'est un discours réaliste. Et ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les annonces qui ont été faites, c'est un pansement sur une jambe de bois. Tant qu'on n'ira pas dans des réformes en profondeur, bien évidemment qu'on ne résoudra pas la situation. 34 députés Horizon à l'Assemblée nationale, si je ne me trompe pas, ils voteront le budget du gouvernement? Alors aujourd'hui, au moment où on se parle, je n'ai pas en tout cas l'information. Je pense que nous allons en discuter bien évidemment lors des journées parlementaires le 8 et 9 septembre qui auront lieu à Lyon, avec également l'ensemble des maires présents. Je pense qu'il y a de fortes inquiétudes, de fortes interrogations. On peut pas être des bénis oui. Je pense que, vous savez, Horizon, c'est le parti des élus locaux, les partis des maires. On sait les conséquences que cela a sur nos territoires, pour les territoires, mais surtout pour nos concitoyens. Mais nous sommes aussi responsables face à la situation. Il est hors de question d'être sous la mainmise du FMI ou d'autres structures. Donc il faut prendre aussi des décisions. Mais je pense que ce budget, en tout cas, a la nécessité d'être
partagé et en tout cas d'être amendé. Édouard Philippe qui ne veut pas assumer un budget d'austérité, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. À 2 ans de la présidentielle, il sera candidat, il sera sur la ligne de départ. Je crois qu'on ne peut pas résumer sa position en disant qu'il refuse d'assumer un budget d'austérité. Je crois qu'il assume totalement le fait qu'il faut prendre des décisions, mais décisions, on va dire, équitables pour l'ensemble de la population, pour l'ensemble des Français, mais surtout des décisions qui amènent à des réformes structurelles dans notre pays, aussi bien sur la question des retraites, de la question du système de santé, la question de l'éducation. On ne peut plus continuer, je dirais, à prendre des mesures uniquement face à l'urgence et mettre des pansements sur une jambe de bois. Ce n'est plus possible. Édouard Philippe sera-t-il l'héritier d'Emmanuel Macron en 2027 ? Non, il ne le sera pas. Il l'a toujours dit, nous l'avons toujours dit. C'était le Premier ministre le plus long d'Emmanuel Macron. C'est le Premier ministre... plus de 3 ans. Oui, plus de 3 ans d'ailleurs, avec un déficit de l'État qui était en recul. Mais derrière, Édouard Philippe n'est pas Emmanuel Macron. Ce ne sera pas le successeur d'Emmanuel Macron, ce sera Édouard Philippe. Qui sera du coup le successeur selon vous d'Emmanuel Macron ? Je suis pas sûr qu'il y ait véritablement un successeur. Pourquoi ? Parce que déjà la situation au niveau national aura beaucoup évolué depuis 2017 et quid de la situation internationale. Je crois qu'il faut changer totalement de logiciel. Donc il n'y aura pas de successeur d'Emmanuel Macron. En tout cas, ce qu'il faudra, c'est un candidat unique de la droite et du centre pour gagner cette élection. Candidat commun pour le socle commun. Comment faire ? Primaire ? Moi, en tout cas, une forme de primaire, vous y êtes favorable ? Je suis pas forcément favorable aux primaires. On a vu ce que ça donnait à droite il y a quelques années. En tout cas, ce qui est clair, c'est que je crois en la responsabilité de nos dirigeants, que ce soit Édouard Philippe, que ce soit Bruno Retailleau et bien d'autres. Je crois que le moment venu, ils seront assez intelligents. En tout cas, je l'espère pour les Français. Édouard Philippe sera candidat, pour la France. Quoi qu'il en soit, en 2027. Édouard Philippe, aujourd'hui, est candidat. Ou est-ce qu'il y a une possibilité pour qu'il se retire ? Je ne sais pas. En tout cas, aujourd'hui, il est candidat. Nous travaillons à ses côtés pour établir un programme qui répond aux attentes des Français et qui répond aux attentes, en tout cas, de la France, qui nous permettent de répondre aux défis qui sont devant nous. Mais en tout cas, ce que j'espère, c'est qu'il n'y aura qu'un seul candidat, bien évidemment, en 2027. Sinon, c'est même pas la peine de faire campagne. Laissons les deux extrêmes se partager le gâteau. D'ici là, vous-même, vous serez candidat pour un 3e mandat l'an prochain municipal ? Aujourd'hui, je n'ai pas pris de décision définitive. En tout cas, moi, je continue à mener le mandat qui est le mien, la mission qui est la mienne. J'ai encore beaucoup de choses à Reims durant ces derniers mois. C'est un mandat passionnant, aussi bien à la ville qu'à la communauté urbaine. Je me laisse encore le temps. On sent du coup que vous seriez plutôt favorable. Vous savez, aujourd'hui, rien n'est décidé. Derrière, moi, je dis toujours, je reprends une phrase de Nicolas Sarkozy, vous savez, l'énergie qu'on met à durer, c'est l'énergie qu'on met pas à agir. Et j'en fais un peu mon leitmotiv. Donc, je prends le temps. En tout cas, avec l'équipe qui m'entoure aujourd'hui, nous allons aller jusqu'au bout pour mener à bien les projets et en tout cas le programme que nous avons présenté et moi en 2020. Arnaud Robinet, l'actualité en ce moment, c'est l'Europe et les États-Unis qui ont finalement trouvé un accord. Au lieu des 30% de droits de douane sur les produits européens, ce sera 15%. Est-ce que c'est une victoire pour l'Europe, pour la France ? Pas du tout. L'Europe bafouée, l'Europe humiliée, on pourrait dire. Parce que aujourd'hui, on le voit bien, au-delà des 15% de taxes, supérieures d'ailleurs aux taxes qui concernent la Grande-Bretagne, on voit derrière les accords concernant l'armement, concernant le gaz, etc. Donc non, ce n'est pas du tout un bon accord pour l'économie européenne et l'économie de la France. Vous êtes à Reims, maire de Reims, pour le Champagne, ça aurait des conséquences ? Bien évidemment, alors la taxe est de 15%, en tout cas la seule chose positive c'est que nous sommes aujourd'hui, donc nous savons à quoi s'en tenir, donc ça va permettre à la filière champagne bien sûr de s'organiser. Je précise que les États-Unis, c'est 27 millions de bouteilles vendues chaque année, aussi bien par le négoce que des vignerons. Donc ça va leur permettre d'affiner leur stratégie, mais ce n'est pas une bonne nouvelle, ça c'est clair. Arnaud Robinet, vous avez pris un arrêté à Reims interdisant les rassemblements et le stationnement des livreurs Uber Eats et des Deliveroo dans le centre-ville. Vous n'avez pas peur de les précariser davantage ? Et je rajoute d'ailleurs un journaliste de Libération qui dénonce ici une mesure à la xénophobie à peine cachée. C'est une mesure xénophobe ? Attendez, vous savez, je dirais que les chiens à bois, la caravane passe. Moi, ce que je vois aujourd'hui, et j'en mets pas en cause le service, ce que je vois aujourd'hui, c'est que dans nos villes,
à Reims, mais comme ailleurs. Nous avons des rassemblements, je dirais, de livreurs extrêmement importants, 10, 15, 20 livreurs qui se rassemblent sur le domaine public et qui amènent en tout cas un certain nombre de difficultés pour les riverains et pour les commerçants. Donc oui, il faut réguler le stationnement de ces livreurs, mais je le dis aussi, c'est bien sûr à Uber, à Deliveroo également, dans les villes où ils sont présents, de mettre en place, je dirais, des zones. Ils affirment qu'ils n'ont pas été informés de cette mesure. Je les ai rencontrés depuis plusieurs années, je les ai rencontrés 2 ou 3 fois. Mais ce qui est clair aussi, vous savez, on a vu faire des contrôles au niveau des livreurs. C'est de l'esclavagisme du 21e siècle. Sur les livreurs, sur des livreurs vous contrôlez, il y en a la moitié qui sont en situation irrégulière. Il y en a certains qui vendent autre chose, qui livrent autre chose que, je dirais, que de la nourriture. Donc c'est un vrai sujet de société. Mais moi, ce que je vois pour les Rémoises et les Rémois, ce que je vois pour les riverains, ce que je vois pour les commerçants, c'est en tout cas, c'est aussi une atteinte à la libre circulation sur le domaine public et c'est des contraintes permanentes. Donc oui, régulons le stationnement des livreurs dans nos villes. Jusqu'à quand cet arrêté sera maintenu? Tant qu'il sera nécessaire et s'il faut le renouveler, je le renouvellerai. Merci beaucoup Arnaud Robinet, je rappelle, maire de Reims, secrétaire national d'Horizon, président de la Fédération hospitalière de France. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio.